Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Annabelle Görgen-Lamers, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Nous la connaissons depuis l'exposition sur les collages de Max Ernst que nous avions organisée ici au musée d'Orsay en 2009, je crois. Elle a été aussi l'auteur d'un article dans un ouvrage collectif que nous avions publié qui s'appelle « Le splendide 19e siècle des surréalistes », qui avait pour sujet le détournement des images produites par la culture visuelle du 19e siècle et ces détournements et je dirais leur réappropriation par les artistes surréalistes des années 20 et 30. Elle est une spécialiste d'ailleurs des expositions. Elle a travaillé donc sur la question des expositions surréalistes. Et depuis 2003, elle est conservateur à la Kunsthalle de Hambourg. Elle donne des cours également à la Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig. Je ne suis pas germaniste, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux. En tout cas, elle fera de son mieux parce qu'elle parlera en français, même si elle souhaite que la discussion soit en anglais. Et donc, elle va nous raconter à une plus petite échelle, bien sûr, et elle a insisté sur la modestie, le caractère modeste de ce qu'ils ont fait au musée de Hambourg, mais sur ce projet scénographique qui cherche, je crois, à montrer un petit peu le revers des œuvres. Merci Annabelle, la parole est à toi. Merci beaucoup, Scarlett. Merci infiniment pour l'invitation. C'est un grand honneur et je ne peux que partager des petites réflexions et des petites questions peut-être sur le rapport entre le musée et le visiteur qui m'intéresse. Mesdames, Messieurs, au premier pas que je fais vers les belles choses, une main m'enlève ma canne, un écrit me défend de fumer. Déjà glacé par la geste autoritaire et le sentiment de la contrainte, je pénètre dans quelques salles de sculpture où règne une froide confusion. Si Paul Valéry, avant de rédiger son fameux article « Le problème du musée » de 1923, un critique de l'accès à ceux qu'il estimait être des maisons de l'incohérence, les musées, s'il avait visité mon musée, la Kunsthalle de Hambourg, il y aura sans doute connu exactement la même chose. À l'entrée, on lui aurait signifié la même interdiction et d'autres règles encore. L'écriteau indiquant par exemple que seuls les visiteurs correctement vêtus étaient admis dans le musée. Apposé en 1870 à l'entrée du bâtiment primitif de Kunsthalle, le panneau resta là en place lorsque l'entrée du musée fut transférée sur un nouveau bâtiment en 1919 et récemment, en 2015, nous l'avons retrouvé à son emplacement d'origine au moment de lancer des travaux de transformation de l'ancienne entrée, laquelle sert de nouveau depuis mai 2016, bienvenue à tous, de nouvelle ancienne entrée principale de la Hamburger Kunsthalle. Lors de la réouverture du musée, on décrocha cet règlement du mur, l'attitude de la maison envers ses visiteurs ayant tout de même changé depuis 150 ans. Mais jusqu'à quel point exactement changé? Et qu'en est-il aujourd'hui à l'inverse de l'attitude des visiteurs à l'égard des musées? Le jeune artiste Florian Slotava en traite avec ironie dans son travail vidéo Museumsprints. On le voit en tenue de sport, traversant à pas de course les salles de notre musée aussi vite qu'il peut. Le geste autoritaire de Valéry est-il désormais l'apanage du visiteur? Est-ce à présent le visiteur qui sème le musée et le musée qui est décroché? Ou trouve-t-on chez lui le même genre de désespoir que celui d'André Breton racontant ses visites au musée? Citation, « Or, je l'avoue, j'ai passé comme un fou dans les salles glissantes des musées, et je ne suis pas le seul. » De la même façon que Valéry Breton a critiqué, lui, en 1925, l'accrochage trop dense et confus des œuvres dans les musées, un accrochage incohérent qui est impossible à comprendre pour le visiteur qui lui est inintelligible. Il dit
à l'intérieur d'un cadre. Il peut jouir d'un spectacle démesuré, mais c'était trop de scènes à la fois sur lesquelles je ne me sentais pas le cœur de jouer. Je perdais irrésistiblement le sens de mon rôle. Pour Breton, au contraire de ce qui advient dans une salle de théâtre ou même dans la rue, pour lui, les diverses sensations éprouvées dans le musée ne se conjuguent pas de manière féconde en passant par un milieu, autrement dit par une atmosphère susceptible de créer des liens sensibles entre les choses et les êtres qu'on rencontre. C'est cela qui empêche, selon lui, le visiteur de jouer, de prendre part à la vie, au jeu dans le musée. Que savent, au fond, le musée et le visiteur des possibilités, des désirs et des nécessités de l'autre? Comment pourront-ils se rencontrer à l'avenir? Dans un monde où le numérique occupe justement une place de plus en plus grande, où toutes les images peuvent être copiées et mises à la disposition de chacun via le réseau. Si nous nous appliquons aussi bien sur le net que dans le musée à mettre l'accent sur les spécificités respectives des deux canaux, un point me semble évident. Dans un musée, on peut non seulement voir des œuvres d'art, mais bien plus largement percevoir, c'est-à-dire connaître, éprouver, ressentir, en bref, vivre une expérience. C'est précisément cette expérience, d'ailleurs, je crois, qui permettra aux visiteurs de mieux se souvenir de sa rencontre avec l'œuvre. Et en somme, nous l'avons appris des études sur le public, ce désir d'une expérience et d'un cadre convivial vient en premier, surtout pour les personnes qui ne viennent pas souvent au musée. Mais qu'est-ce exactement qui transforme une visite de musée en expérience? Cela pourrait être de considérer la visite au musée comme une sorte de rite de passage qui nous fait quitter la vie de tous les jours pour aborder quelque chose de particulier, de non quotidien justement. C'est en ce sens-là que Michel Foucault dessine le musée comme une hétérotopie, qui renferme quelque chose qui a disparu de l'espace quotidien ou qui n'a jamais existé. Pour que le musée devienne une expérience d'aujourd'hui, une chose m'apparaît dès lors décisive, comme peut-être pour Breton, une chose qu'on pourrait saisir par la notion de milieu ou d'atmosphère. Je crois que notre intérêt accru aussi de cette journée peut-être d'étude aujourd'hui pour la matérialité des œuvres historiques et pour leur présentation, pour la matérialité de leur présentation dans le musée a une source dans le développement de l'art lui-même, en particulier dans certains mouvements des années 60 comme Antiforme. De même, je crois que les installations artistiques des années 80 ont beaucoup contribué à développer notre sensibilité actuelle pour les atmosphères. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que ce terme d'atmosphère a été introduit dans les années 90 par Gernot Böhme comme une catégorie pour parler de l'art aussi. L'atmosphère est donc quelque chose qui appartient absolument en propre au lieu qu'on visite, un aspect auquel rien ne saurait se substituer. En font partie tous les éléments matériaux des musées, depuis le parquet qui grince jusqu'au vernis qui se caille sur un socle. Autant de détails qui, pourrait-on peut-être dire en généralisant, déjouent toute l'aura d'inaccessibilité. Mais cela de telle sorte que l'expérience de l'hétérotopie de Michel Foucault ne soit pas banalisée ni rendue trop lisse, ce qui l'annulerait. À une génération que Jeremy Rifkin nomme récemment « Generation of Excess », comment pouvons-nous aujourd'hui faire vivre le musée comme un espace d'expérience et de communication, et ça, communication pas sur l'art, mais aussi devant l'art, comme un lieu qui invite à soulever des questions fondées, peut-être en faisant apparaître dans leur transparence les divers rôles remplis par les acteurs du musée, ceux qui y travaillent et aussi ceux qui le visitent, et en testant à petite échelle et même en parallèle les uns aux autres
différentes attitudes à l'égard du visiteur et différents rôles d'accès au musée et différentes voies d'accès au musée. Lors de la réouverture de la Kunsthalle en mai 2016, parallèlement à l'accrochage strictement chronologique de 700 ans d'histoire d'art, nous avons mis en place un dispositif expérimental très petit dans quelques salles près de l'entrée, et grâce à des petits fonds externes. C'est le musée transparent. En concevant cet espace, nous avons voulu introduire aux visiteurs, qui sont les véritables propriétaires des œuvres, dans les coulisses backstage. Le musée transparent fonctionne en complément de la présentation muséale classique, qui donne aux profanes l'impression de quelque chose d'établi, où tout est achevé. Dans les salles du musée transparent, nous tentons au contraire de donner accès à des idées, à des processus et d'éclairer des critères changeants qui opèrent derrière ces choix. Nous cherchons à faire comprendre qu'il est possible d'apprendre ces critères et que ces critères sont susceptibles de changer, que visiter un musée, tout comme l'animer ou le faire vivre, sont des techniques culturelles que l'on peut comprendre, apprendre, questionner et critiquer. Le musée transparent n'est qu'un premier tout petit essai visant à ménager une place à la curiosité pour les aspects matériels des œuvres et de leur présentation. Et de notre travail avec ça, nous tentons ici, avec et pour le visiteur, de transformer en espace les réflexions sur nos principales tâches, quels sont concrètement les défis et les processus qui se cachent derrière les mots, et c'était trop tard, là, collectionner, conserver, faire des recherches, exposer et communiquer. Que sont les exemplaires et cas concrets? Quels sont les critères d'après lesquels on prend les décisions dans ces domaines? Et qu'est-ce qu'on pense de leur côté, les visiteurs? Beaucoup de gens ont visité le musée transparent jusqu'à aujourd'hui. C'était 100 000 et environ 2 000 ont saisi la possibilité de laisser des commentaires, d'approfondir des questions, de faire des suggestions, de ce feedback, de faire des suggestions. Ce feedback va influencer la nouvelle présentation du musée transparent au bout d'une année. Car la question qu'il y a là derrière nous regarde évidemment aussi pourquoi et pour qui et de quelle façon avons-nous besoin aujourd'hui des musées. Dans le musée transparent, contrairement à ce qui est pratiqué dans le reste de la maison, les œuvres, parmi lesquelles les trouvailles faites dans nos réserves et des prêts spécifiques, sont mises en confrontation les uns avec les autres, par-delà des époques et les techniques à travers tous les champs de notre collection. Des œuvres contemporaines qui prennent elles-mêmes pour sujet la question de l'institution muséale, comment ponctuellement les thèmes abordés. Et ça, c'est un honneur qu'on peut faire ça dans notre musée qui a une telle grande échelle des œuvres d'art, parce que c'est une citation, « Avec l'art, le musée devrait opérer une réflexion sur lui-même et sur les systèmes de référence qu'il a développés. » Comme disait déjà très justement dans les années 70 Werner Hofmann, l'un des anciens directeurs de la Kunsthalle. Les modes de présentation du musée transparent s'appuient sur les fécondes expériences avec des expositions temporaires que nous avons présentées, par exemple, sur les encadrements changeants ou aussi sur les côtés derrière des œuvres d'art, comme on a dit ce matin, ou sur les questions de la restauration des œuvres. Et ils résultent d'un processus interdisciplinaires. Ils sont des fruits de coopération interne et externe entre des historiens de l'art, restaurateurs, scientifiques, spécialistes de technologie, informatique, encadreurs, visiteurs, gardiens de salles et bien d'autres gens encore. Dans un rite de passage, les visiteurs d'abord
sont invités à franchir un couloir de questions exemplaires, ce qui doit les inciter à adopter à leur tour une attitude de questionnement à l'égard du musée et à lui ôter son caractère affirmatif. Les différents thèmes et recherches que je ne peux pas présenter ici en détail, mais je peux peut-être dire le principe. Les différents thèmes ne se contentent pas de présenter tel chef-d'œuvre historique ou telle nouvelle acquisition, par exemple. Elles tentent aussi de faire comprendre les alternatives, les raisons et les processus historiques que nous ont conduits, par exemple, à acquérir une œuvre en particulier. On montre aussi des documents, des correspondances, des études, des analyses. On explique des modes de financement. On indique le montant de subvention, excusez-moi, et le visiteur a envie d'exprimer ses préférences. L'étude de la provenance, par exemple, des œuvres est un domaine de recherche très important, comme on a entendu ce matin. Et ça a une large place, lui, est faite dans plusieurs d'autres musées en Allemagne, pas seulement chez nous. Récemment, par exemple, la Staatsgalerie de Stuttgart a élaboré, par exemple, le premier audio-guide qui s'attache spécifiquement à cette thématique. Dans le musée transparent, nous dévoilons en mindmap les critères et on donne accès à des documents, des procédures d'essai et des corrections successives en nous appuyant sur les cas concrets. Les réussites et les échecs des hypothèses font régulièrement l'objectif d'une réactualisation, comme dans tout le musée transparent. Un autre exemple de travail de recherche est celui qui conduit à l'attribution d'une œuvre ou bien aussi d'une déattribution, parce que cela fait partie de transparence aussi. En ce moment, nous nous attachons en particulier à une toile signée de Chirico que la Kunsthalle a acquise en 1957 en croyant qu'il s'agissait d'une vraie de Chirico, mais qui a été entre-temps identifiée comme une faux Oscar Dominguez. Comme dans une enquête policière, le visiteur peut procéder lui-même à l'établissement des preuves. Il parcourt le long chemin jalonné par des échanges de courriers avec le marché de l'art, les documents, les premiers doutes, les visites de Chirico à Hambourg, les reproductions historiques de l'œuvre dans les catalogues qui montrent le faux à divers stades de son élaboration. Les moyens scientifiques, techniques mis en œuvre permettent aux visiteurs de se faire une idée concrète et sensible de la façon dont les différents ateliers de la Kunsthalle ont travaillé ensemble pour démontrer que la signature, justement, ne fait pas tout. En outre, une œuvre de Ben Vautier. Et une fiche signalétique fictive sur le faussaire et sur les raisons qui l'ont poussé au crime apporte un commentaire ironique à cette histoire passionnante. Des raisons, d'ailleurs, tout à fait honorables, parce que c'était pour financer la résistance pendant l'occupation allemande à Paris. C'était ça, une raison pour faire cette faute de Chirico dans les années 40. Dans une autre salle, sont abordés les problèmes techniques, esthétiques et museaux soulevés par la question du cadre. Nous avons pris l'exemple d'une peinture de Max Liebermann. En séparant la toile sur son châssis et le cadre, nous montrons comment le peintre est allé jusqu'à adapter la composition de son œuvre à la taille du cadre préféré, qu'il a ensuite repeint le cadre pendant la toile était dans le cadre pour qu'il convienne à son tableau. On a des anciennes lettres avec le directeur et l'artiste. On a des verrières anciens, contemporains, qui montrent comme le processus théorique et pratique de la conservation des cadres comme ça. Et il y a aussi des écrans tactiles qui permettent aux visiteurs d'obtenir des informations, mais aussi de s'amuser à choisir pour Liebermann des cadres de différentes époques, formes et couleurs.
Pour ce qui concerne les activités de collectionner et d'exposer des œuvres, nous avons traité les changements de paradigme à travers le temps, en nous intéressant par exemple aux différentes façons dont notre musée a accueilli et présenté les moulages en plâtre. De nombreux copiers de sculptures antiques remplissaient encore en effet il y a 100 ans les salles du musée et notamment l'espace où les visiteurs peuvent maintenant boire un café. Il ne subsiste plus aujourd'hui qu'une seule frise qui a l'air complètement déplacée dans le musée aujourd'hui. Comment et pourquoi ces moulages ont-ils été fabriqués et présentés à cette époque-là? Pourquoi ont-ils ensuite été bannis des salles à partir des années 20? De quel idéal du beau et de quelle vision du musée s'est-on alors détaché en les proscrivant? Il y a un film qui raconte le retour temporaire dans le musée des dieux de plâtre et des documents qui racontent l'histoire des diverses techniques anciennes et modernes de reproduction en 3 dimensions, des discussions anciennes et d'aujourd'hui sur le moral de la reproduction et aussi le thème de l'appropriation des œuvres comme le frise ici par Degas avec un dessin qu'on a et aussi l'importance pour l'atelier et l'artiste, l'usage des moulages dans le temps et aujourd'hui, avec une œuvre contemporaine de Olaf Metzel. Le visiteur peut avoir les informations et faire surgir des correspondances avec la réalité quotidienne d'aujourd'hui. Une autre salle s'attache à réfléchir l'histoire de l'importance des différents discours sur l'art devant l'art. À Hambourg, cette exigence remonte à Alfred Lichtwag, le premier directeur du musée fin du XIXe siècle, qui explique ici sur la peinture à droite une œuvre d'art qu'on a placée juste à côté. Et en dépit de toutes les mutations culturelles, sociales et démographiques qui sont advenues entre-temps, cette importance est restée aujourd'hui aussi grande et comme ça, 13 différentes voix s'expriment à propos et en face de la matérialité de cet seul et même tableau, depuis Lichtwag jusqu'à un rappeur contemporain. Et une œuvre d'art de Andrea Fraser fait une commande ironique du rôle traditionnel du guide. Et comme ça aussi, les visiteurs peuvent eux-mêmes ajouter leurs propres commentaires sur cette une seule peinture. À travers tous ces thèmes et plus, nous cherchons un accès multiple et divers, de montrer le travail avec les rôles, les processus et les matériaux dans l'institution du musée. Et ce qui est remis ainsi en cause, c'est la définition affirmative de notre institution, que notre institution donne souvent aux œuvres. Une définition que les visiteurs, peut-être un peu comme Paul Valéry, se sont forcés d'accepter, sans se et nous poser des questions, ni oser une approche plus personnelle. Au moyen de l'art, notre petit projet veut justement rendre le musée questionnable, digne de l'interrogation, sur la base d'une compréhension concrète des formes matérielles de l'art et de sa présentation. Car peur du contact direct matériel entre l'art, l'institution, la réalité et le visiteur empêche une véritable expérience de l'art. Ces tabous ont été déjà critiqués par les artistes des années 70. Par exemple, quand Marina Abramovic et Ulay se sont postés nus à l'entrée d'une galerie dont ils encadraient l'étroite porte. Pour entrer dans l'exposition, les visiteurs devaient se frayer un passage entre les deux corps et devenaient ainsi automatiquement acteurs de la performance
et de la réflexion sur l'accessibilité des œuvres dans l'institution. S'il avait connu cette œuvre qui guide le visiteur de notre musée transparent vers les sorties, peut-être Paul Valéry n'aurait-il plus senti le geste autoritaire du musée. Et on peut imaginer aussi que Breton l'aurait apprécié. Ne déplorait-il pas que la salle d'exposition traditionnelle soit dépourvue de cette atmosphère magique des salles de théâtre ou de la rue, où il peut arriver parfois, comme il dit, comme il écrit dans Nadia, qu'une femme nue se glisse entre le spectateur qui ne devait avoir eu à se défaire que d'un manteau. C'est-à-dire, elle, cette femme, n'aurait pas du tout être correctement vêtue, c'est-à-dire elle n'aurait jamais eu accès à la Hamburger Kunsthalle dans le temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre indulgence avec les fautes que j'ai faites.